passé. Nous allons donc reprendre avec le professeur Sylvie Fournel-Gigueleu. Voilà, c'est parti. C'est parti pour la digestion. Ben non, ce soir, c'est parti. Merci Sylvie. Voilà, je voudrais... ça fonctionne, S'il vous non, plaît. je sais pas. Ça marche? Oui, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Voilà, je voulais vous remercier tous d'être là aujourd'hui. Remercier Valérie pour l'organisation de ce congrès, de nouveau pour son invitation. Remercier aussi tous les membres d'INSEAD. Et puis vous dire à titre personnel, Thierry, Valérie, toute l'équipe, Élodie, Florence, à quel point je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui de nouveau pour ce 3e congrès qui a maintenant vraiment une dimension internationale et dans ce prestigieux Imagine. Merci à l'Institut de nous accueillir. C'est vraiment c'est formidable. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trop de temps, donc je vais essayer d'aller suffisamment vite. Je vous parlerai des avancées scientifiques et des avancées dans la classification des formes rares de syndrome d'Ehlers-Danlos sur lesquelles nous travaillons dans notre équipe à Nancy et des travaux notamment que nous avons réalisés dans le cadre du projet Comprendre pour guérir, donc qui est financé en partie par INSEAD Génétique et qui est réalisé en collaboration avec Francisca Malfait, son équipe, Tim Van Damme et Anne de Papé. Et si je peux me permettre juste de t'interrompre, comme chaque année, nous remettons 10 000 € à l'équipe de Sylvie Fournel-Gigueleu, puisqu'on finance la recherche depuis 6 ans. Et donc, comme convenu avec l'INSERM et Sylvie, ton équipe, donc on remettra 10 000 € par virement comme d'habitude. Donc c'est aussi un travail collectif pour récolter des fonds et essayer de faire avancer la recherche comme on peut. Voilà. Voilà. Et donc, juste avant de démarrer, je voulais de nouveau souligner et saluer le chemin parcouru depuis cette association un petit peu locale, hein, C66, et qui a maintenant pris une dimension nationale, voire internationale, nombreuses filières et avec un positionnement réellement donc à l'international, avec l'organisation de ce congrès, la participation avec nous à 2 publications dans des revues prestigieuses. Et puis il y en a une qui est encore qui va partir en collaboration avec Francisca et de nombreux colloques internationaux, justement au titre de votre soutien précieux à notre recherche. Donc l'année dernière, ça a déjà été largement développé. L'événement marquant était la remise à jour de la classification des CED à laquelle nous avons participé, donc sous la houlette de Francisca et sous l'impulsion de Lara. Et je voulais aussi dire qu'effectivement, on avait participé à une traduction française qui se trouve sur le site. Elle n'est peut-être pas totalement parfaite, c'est un gros travail de précision, mais on a essayé de faire au mieux. Donc pour ma part, je vous parlerai d'une catégorie particulière de CED, qui sont les syndromes d'Ehlers-Danlos dus à des désordres de la synthèse des glycosaminoglycanes, donc ils sont regroupés maintenant dans le groupe D. En effet, donc vous le savez, les CED sont principalement dus à des anomalies du collagène, des protéines, des enzymes ou des protéines qui sont impliquées dans leur assemblage, dans leur maturation, mais aussi plus récemment, un nombre tout à fait croissant de formes de CED sont apparues, qui sont dues non seulement à des anomalies des collagènes, mais également à des anomalies d'autres constituants de la matrice extracellulaire. C'est vraiment un message qu'a très bien introduit Madame de Papé ce matin. Et donc pour notre part, nous travaillons sur les formes qui sont maintenant classées dans les formes spondylodysplasiques et qui sont dues à des anomalies, à des défauts génétiques qui affectent les enzymes de fabrication, donc les enzymes qui sont impliquées, donc les protéines qui sont des sortes d'ouvriers qui sont impliqués dans la fabrication, dans la mise en place des chaînes de sucre, des glycosaminoglycanes, qui sont donc un autre composant absolument essentiel des matrices extracellulaires. Et donc nous travaillons sur
sur ces défauts génétiques touchant des enzymes appelées, qui ont des drôles de noms, bêta-4 galT7 et bêta-3 galT6. Donc, je voulais aussi signaler qu'on avait participé dans une collaboration tout à fait intéressante et extrêmement enrichissante entre généticiens, biochimistes et biologistes moléculaires à l'écriture donc d'une revue sur ces formes rares. Pardon, je me suis trompée. Sur ces formes rares. Et c'était vraiment un travail tout à fait, je pense, important et intéressant qui a été réalisé en collaboration. Donc notre travail a été en particulier démarré par la découverte avec l'équipe de Francisca de mutations au niveau du gène de la bêta-3 galT6. Donc il y a cette enzyme de fabrication des glycosaminoglycanes. Alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est un petit peu comme je l'ai schématisé ici, hein, une sorte d'ouvrier ou un petit bonhomme qui serait chargé de la mise en place de résidus galactose, qui sont des résidus de sucre, hein, un petit peu comme le glucose, hein, c'est un analogue du glucose, sur un galactose pour former, donc pour démarrer la synthèse, donc la polymérisation de grandes chaînes de sucre qui sont appelées glycosaminoglycanes. Et on va voir que ces grosses molécules, donc qui sont le produit de l'action, de l'intervention de cette bestiole, qui joue un rôle important au niveau extracellulaire. Donc les enfants, vous avez vu déjà certaines de ces photos ce matin, les enfants qui sont atteints de ces formes spondylodysplasiques présentent des formes, des tableaux cliniques plus ou moins sévères et caractérisés notamment par des anomalies du système musculo-squelettique plus ou moins importantes, mais assez caractéristiques. Et donc les signes cliniques ont été répertoriés dans ces papiers publiés en 2017, avec des critères majeurs et des critères mineurs, qui sont les critères mineurs, qui sont les critères du SED classique. Et donc certaines formes sont les formes sont plus ou moins, les tableaux cliniques sont plus ou moins sérieux. Et par exemple ici, on a une petite fille qui était atteinte d'une forme sévère et qui est maintenant décédée, sur laquelle on a essayé de mieux comprendre ce qui se passait pour elle. Donc tout l'enjeu de notre projet est le suivant. Il s'agit de comprendre quelles sont les relations entre le génotype et le phénotype. En d'autres termes, on ne sait pas bien comment prédire... décidément. On ne sait pas bien comment prédire à partir du défaut génétique identifié. Il faut savoir qu'il y a maintenant 47 variants alléliques qui ont été identifiés au niveau de ce gène. On ne sait pas bien comment prédire la sévérité du tableau clinique, quelle va être l'évolution du tableau clinique, également quelle va être la forme de syndrome. Vous allez voir qu'il y a plusieurs formes un petit peu différentes, et donc à terme d'essayer de trouver des cibles et des stratégies pour améliorer la prise en charge. Et donc pour combler ce fossé entre le gène et la clinique, on regarde un petit peu à tous les niveaux. Donc on regarde au niveau de la protéine, on va regarder au niveau des glycosaminoglycanes synthétisés, on va regarder au niveau du phénotype cellulaire et finalement au niveau de la matrice extracellulaire, des relations entre collagène et glycosaminoglycanes. Alors pour comprendre notre travail, il faut revenir un tout petit peu à la structure de la matrice très rapidement. Donc vous savez qu'elle est constituée de fibres de collagène, donc dans lesquelles sont insérés ce gel hydraté de glycosaminoglycanes. Donc en effet, il faut savoir que les glycosaminoglycanes sont des molécules de sucre, donc elles sont très hydrophiles, elles peuvent attirer beaucoup d'eau, et donc elles forment à l'intérieur du collagène une sorte de gel qui tient les fibres de collagène entre elles. Alors ces chaînes sont synthétisées par donc, des glycosyltransférases, donc des enzymes, une machinerie enzymatique qui est localisée à l'intérieur de la cellule et qui est donc codée au niveau de l'ADN. Donc que se passe-t-il en cas de déficience génétique? Donc on observe un défaut génétique au niveau du noyau qui va produire donc ADN qui va produire des protéines, des glycosyltransférases déficientes.
qui vont donc ne plus être capables de produire les glycosaminoglycanes, soit au sein de la matrice extracellulaire, soit au niveau de la membrane plasmique, où elles jouent un rôle également dans la signalisation de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Donc on va avoir deux grands types de problèmes. On va avoir d'une part l'altération des qualités biomécaniques et structurales de la matrice extracellulaire, donc bien sûr des tissus conjonctifs, et également des défauts de signalisation intracellulaire résultant de ces défauts de protéoglycanes au niveau de la membrane plasmique et qui vont certainement avoir un impact important en termes de développement musculo-squelettique. Donc au début du travail, dans le premier article que nous avons publié en collaboration, Francisca avait identifié trois types de défauts génétiques, trois types de mutations, donc au sein de 3 patients dans 5 familles différentes. Dans un travail récent, cette collection a été étendue et nous avons travaillé donc sur en quelque sorte deux formes de tableau clinique, une forme DS pléiotropique et une forme de dysplasie spondylo-épitamétaphysaire avec laxité articulaire. Et donc toute une série de mutations touchant soit le domaine catalytique de l'enzyme, donc le domaine important pour la fonction de l'enzyme, soit la partie C-terminale dont on ne connaît pas encore bien la fonction mais qui apparaît tout aussi importante. Et donc la sévérité est variable et donc l'enjeu de notre travail va être de comprendre la relation entre ces défauts génétiques produisant des défauts au niveau de la protéine et la sévérité et l'évolution, le type de syndrome. Donc on travaille essentiellement sur les fibroblastes de derme de patients en culture quand ceux-ci sont disponibles, qui ont été cultivés à partir de biopsies de peau de patients. Et donc en premier lieu, on a commencé à regarder ce qui se passait au niveau de la protéine et de son activité enzymatique. Donc c'est le travail qu'a fait notamment Isabelle Bertin-Young, donc qui a été employée pendant quelques mois par un set génétique. Elle a mis au point une méthode pour mesurer l'activité de l'enzyme, donc pour savoir si cette enzyme était fonctionnelle. Et de manière tout à fait marquante, elle a pu remarquer que les défauts génétiques produisaient une protéine qui était totalement inactive, ce qui est tout à fait remarquable. On a ensuite regardé au niveau de la synthèse des glycosaminoglycanes. Là aussi, c'est Isabelle qui est intervenue pour miniaturiser une méthode dans l'objectif de déterminer le taux de synthèse global des glycosaminoglycanes, donc produits par ces fibroblastes de derme de patients. Je ne veux pas aller dans les détails de la méthode, faute de temps. Et on voit ici que la synthèse des GAG est fortement diminuée. Quand on compare donc ces barres ici à celles des contrôles, mais tout de même pas complètement absentes, alors que l'activité, vous l'avez vu, était totalement effondrée. Ce qui suggère des mécanismes alternatifs ou des mécanismes compensatoires qui viennent permettre de tout de même synthétiser un peu de glycosaminoglycanes, permettant en fait vraisemblablement que les fœtus soient viables. Une question très importante, je ne vous l'ai pas dit, mais il existe 2 grands types de glycosaminoglycanes qui sont les héparines sulfates. Donc ce sont les glycosaminoglycanes qui sont localisés au niveau de la surface cellulaire et les chondroïtines sulfates qui sont localisées plutôt dans la matrice extracellulaire. Et d'un point de vue mécanistique et d'un point de vue des conséquences fonctionnelles des déficiences, il était très important de savoir si ces 2 types de glycosaminoglycanes étaient affectés de la même manière. Donc on a regardé cela. On voit que la synthèse, l'expression des héparines sulfates est fortement réduite. En fait, quand on essaie de quantifier, on s'est rendu compte qu'elle était réduite d'environ 50%, à peu près la même chose dans tous les patients. Par contre, cette partie-là du travail a été réalisée à Gand. Nos collaborateurs se sont rendus compte que dans 2 des patients, la synthèse des chondroïtines sulfates était complètement réduite, donc c'est ce qui est en blanc en quelque sorte. Par contre, dans un des patients, on n'a quasiment pas de déficience. Donc on a
quelque chose qui est assez différent en fonction du type de glycosaminoglycane. Et donc c'est assez étonnant et ça nous demande vraiment un travail supplémentaire pour essayer de comprendre comment ça se passe. C'est assez inattendu étant donné que l'enzyme sur laquelle nous travaillons initie la synthèse de toutes les chaînes de glycosaminoglycane. Donc on pourrait s'attendre à ce que l'ensemble du processus soit affecté, ce qui semble ne pas être le cas. Donc on a du travail pour mieux comprendre ça. On a essayé de corréler avec la sévérité du syndrome, avec le type de SED, mais pour l'instant, on n'a rien vu de marquant, sachant qu'on est quand même que sur un nombre d'échantillons relativement limité. Alors une partie très très importante une question très importante qu'on a commencé à aborder, ce sont les relations glycosaminoglycane-collagène. En effet, on constate chez ces patients que l'organisation du collagène est affectée, qu'il y a une organisation altérée des fibrilles de collagène, ce qui suggère un rôle donc, des glycosaminoglycanes dans l'assemblage des collagènes. Et donc la question est de savoir comment comment ces glycosaminoglycanes agissent-ils sur l'assemblage des collagènes. Et donc pour ce faire, Ah, tiens, j'ai un problème là sur ma diapo. Elle a été mal copiée, mais c'est pas grave. Mais pour ce faire, on a travaillé avec Jean-Baptiste Vincourt sur notre plateforme de protéomique qui a analysé les modifications post-traductionnelles des collagènes par spectrométrie de masse. Donc on ne voit pas en détail sur cette figure qui est altérée, mais de manière très intéressante, en analysant le collagène d'une biopsie de patient, il s'est rendu compte que les modifications du collagène étaient différentes, ce qui veut vraiment dire que les glycosaminoglycanes semblent avoir un rôle direct sur la maturation du collagène et donc sur l'organisation des fibrilles de collagène. Alors, on ne sait pas encore bien comment ça se passe. On imagine un complexe entre les protéoglycanes, peut-être la bêta-3-galactose-6, les enzymes de fabrication des collagènes. On va explorer ça. C'est pas facile. Il faut des biopsies de patients. On n'en a pas. Voilà, évidemment, c'est pas facile à obtenir. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des travaux d'une équipe prestigieuse travaillant dans ce domaine qui ont montré qu'effectivement, les protéoglycanes interagissaient, formaient des complexes avec la machinerie de synthèse du collagène. Et on va essayer de regarder ce qui se passe dans le cas des patients sur lesquels nous travaillons. Donc on a vraiment un champ d'investigation passionnant qui montre que la synthèse des collagènes est étroitement liée à celle des glycosaminoglycanes et ça ouvre la possibilité d'agir potentiellement sur les glycosaminoglycanes pour essayer de corriger les défauts du collagène. Voilà, donc en conclusion, notre objectif, c'est vraiment de mieux comprendre les différentes étapes entre la génétique et les symptômes cliniques. On a montré que l'activité de l'enzyme est supprimée et effondrée suite aux mutations à la fois homozygotes et composites. On observe que la synthèse des glycosaminoglycanes est réduite, mais de manière moindre, ce qui suggère des mécanismes alternatifs et compensatoires. De manière très intéressante et surprenante, les deux types de chaînes de glycosaminoglycanes ne sont pas affectés de la même manière, ce qui suggère des mécanismes qui restent tout à fait encore compliqués et restent à explorer. Et puis un lien direct entre glycosaminoglycanes et synthèse des collagènes, qui est vraiment un aspect de notre travail qui nous passionne et qui ouvre vraiment des perspectives mécanistiques nouvelles et de prise en charge des SED. Voilà, je voudrais terminer en remerciant mon équipe. Isabelle Bertin-Young, donc, qui a été financée par un CED, Anne Robert également, donc ils sont nos deux aides techniques, Sandrine Gulberti qui est une maître de conférence qui vraiment joue un rôle clé dans l'équipe, celle qui organise tout chez nous, moi j'ai plus rien à faire. Et puis Xiameng Pang qui était étudiante, qui a travaillé avec Francisca. En ce moment, Benjamin a repris pour essayer de comprendre au niveau moléculaire les conséquences des mutations sur
sur les enzymes. Et franchement, je crois que tu commences à avoir converti notre équipe aux maladies rares. Hein. On est en train d'en faire de plus en plus. Voilà, et puis, puis le soutien évidemment de l'INSEAD, la collaboration tout à fait remarquable avec Francisca Malfait. Et puis voilà, on continue. Merci à l'INSEAD de votre soutien. Et puis merci à vous de votre attention. Merci.